Je suis aujourd'hui avec Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. C'est Christopher. On se connaît bien avec Jean-Baptiste parce qu'on collabore ensemble entre Orso Média et son activité, sa boîte qui est spécialisée dans le montage vidéo. Il va nous expliquer un peu tout ça. Salut Jean-Baptiste. Salut Christopher, ça va? Ça va et toi? T'es bien installé? Super, nickel. Alors on a eu une énorme conversation de geek juste avant d'appuyer sur Rec. Parce que toi t'es un pur produit tech vidéo, t'es passionné par ça. Un produit des montages YouTube. Voilà, Ouais. tu vas nous expliquer où est-ce que tu as appris, comment tu as appris, peut-être tout seul. Parce que je crois pas que tu aies fait vraiment d'école à ma connaissance. Ah oui, C'est non, assez large. bon, je sais pas. Ok, donc tu vas nous expliquer. Mais c'est en ça qu'on s'entend bien. On est très do it yourself, à se faire des nœuds au cerveau pour trouver le workflow le plus optimal possible. Mais toi, tu as quand même poussé le cran beaucoup plus loin que moi et tu vas nous expliquer. Ah, je suis pas sûr. Pour ceux qui n'ont pas vu le setup de Christopher, vous serez incroyable. C'est un super setup. Mais pour te répondre, c'est vrai que mon cursus de base, c'est quand même bachelor de chargé de projet digital. Donc c'était quelque chose vraiment de très gestion de projet. Mais c'est très généraliste quand même. C'est ça, ultra large. Chargé de projet digital, ça peut être de l'écriture, de l'audio. C'est ça. Donc on a passé 3 ans à voir un peu chaque niche. C'est-à-dire que j'ai fait du développement web, j'ai fait du JavaScript, j'ai fait du montage vidéo, on a fait du motion design, du graphisme, on a fait de la typographie. Et en même temps, de l'autre côté, on a fait de la stratégie digitale, plein de choses comme ça. Et c'est suite à ces cursus-là que je me suis plutôt dirigé vers la création de contenu et la vidéo, principalement. Et donc, j'ai pris un master création digitale, création technologique. Et mon directeur de master est ultra permissif. Et on avait toujours la possibilité de lui apporter un projet que ce soit personnel, en freelance, ou qu'on avait envie de travailler une nouvelle techno qu'on venait de voir, de la virtual prod, n'importe quoi. Trop bien. Et lui dire, je veux faire ça cette semaine, projet-là, j'ai envie d'aller là-dessus. Il était professionnel lui-même? Oui, il s'appelle Fabrice Tarzinkas, et il était dans des grosses agences, il a fait vraiment de la créatech, c'est un peu le magicien, il déteste ce terme-là, mais magicien tech qui arrive à te connecter Twitter avec le chat Twitch pour générer des arbres génératifs, des trucs de fou. Donc, Jean-Baptiste, t'as quel âge? J'ai 23 ans. T'as 23 ans. Et quand on regarde un peu tout ce que t'as fait jusqu'à présent, on a l'impression que t'en as 35. J'ai pas beaucoup dormi. Non, quand je regarde ton expérience, pas du tout tes cernes. Ah non, mais j'ai pas beaucoup dormi sur les dernières années, c'est ça que je veux dire. Ok, d'accord. Si on rembobine un peu, comment t'es venue cette passion de la création digitale? T'as 23 ans, donc c'est quoi ta première expérience avec les réseaux sociaux, par exemple? Alors, si on rembobine un peu, c'est YouTube, le YouTube Game. Si on rembobine un peu avant encore, c'est le skate et le ski. Et je faisais des montages à la GoPro éclatés, qu'on peut encore voir sur mon compte Facebook. Ah, toi, tu les as gardés, t'assumes, parce qu'il y a plein de YouTubeurs qui effacent totalement toutes les vidéos qu'ils ont créées. J'aime bien. Je trouve que ça fait partie du jeu. Et vraiment, c'est cette époque-là de qu'est-ce que c'est un MP4 et qu'est-ce que c'est un Move, et on va sur YouTube et on craque Premiere Pro et on met ça sur nos PC et on commence à découvrir un peu. Il faut pas le faire, je précise quand même, c'est pas bien. Et on prend des logiciels de montage pour la première fois, on découvre tout ça et ensuite avec toutes ces expériences-là, en fait, j'ai commencé à me dire, et si je le faisais pour d'autres gens? Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire de la physique-chimie à la base. D'accord. Et je suis parti pour un cursus de création digitale et de bachelor de chargé de projet digital, en me disant que le digital pourrait me ramener à d'autres domaines, d'autres passions que j'ai moi. Car c'est ultra large et en fait on peut aider autant un boulanger qu'un physique-chimie en étant par le digital. T'en faisais quoi des vidéos que tu tournais là de skate, de ski? Tu les publiais sur YouTube? Sur Facebook. Sur Facebook? Ouais, okay. Sur Facebook, ça faisait quelques milliers de vues, c'était incroyable. Et ensuite, après, j'ai commencé en allant au lycée à faire des vidéos de skate pour des gens de Reims, parce que je suis rémois de base. Ensuite, je suis arrivé à Paris, et en étant à Paris... dès la première année, on a beaucoup de projets dans mon école, et donc j'ai lancé ma freelance dès le début, dès mes 18 ans. Et j'ai fait des missions pour des marques de champagne dans ma petite région, ou alors des petites boîtes à Paris qui avaient des besoins très simples, très basiques. Et ça m'a apporté du coup la crédibilité suffisante pour pouvoir avoir ma réelle première grosse expérience qui m'a mis le premier pied dans la porte des créateurs de contenu, en fait.
On dit souvent que ces nouveaux métiers du digital, donc le montage audio, vidéo, etc., c'est des choses qu'on peut apprendre soi-même. De ce que je perçois quand même, de ce que tu me racontes, il y a quand même un gros aspect autodidacte. Qu'est-ce que tu as appris à l'école que tu ne connaissais pas déjà? L'école, ça m'a surtout appris quels sont les besoins autour. C'est-à-dire que produire une vidéo, c'est bien, mais la distribuer, qu'est-ce qu'on a besoin avant, la prod, la pré-prod, tout ce qui est autour de droit à l'image, tout ce genre de choses-là où j'avais pas forcément Hmm. conscience. Et ça permet de se dire que on ne livre pas forcément juste un MP4 sur un drive, mais qu'on livre vraiment toute une expérience avec des analytics après. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup Hmm. plus dans les besoins aussi. Il y a des choses que tu faisais pas dans les clous, peut-être même en termes de technique, tu vois, c'est-à-dire parce que quand tu apprends à produire professionnellement, il y a quand même des règles à respecter en termes de format, de fréquence d'image, tu sais, de ne pas mettre ton logo trop au bord du cadre parce que tu as certains téléviseurs qui ont tendance à cropper l'image. Donc, c'est ce genre de choses. Tu t'es rendu compte que tu faisais pas mal Je d'erreurs? suis Ouais. toujours dedans. Les choses pas dans les clous. Même là, cette semaine, on est sur un gros projet et en fait, on récupère la virtual production d'un logiciel qui s'appelle Unreal Engine. Et ce logiciel-là, on n'a pas réussi techniquement à avoir un signal clean, ce qui fait qu'on a les pixels en bas qui sont pas propres, on a des Hmm. petits HUD en haut, et on a récupéré le flux et on l'a juste crop, pas propre. Du coup, c'est pas du 1080 qu'on a réétendu. Ouais. Donc, plutôt ce genre de pratique euh, un peu border, mais qui passe Hmm. souvent à la caméra. Et tu as eu très tôt envie de te lancer seul en tant que freelance, donc Ouais. dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat de devenir freelance. Qu'est-ce que ça dit de toi, ça, parce que tu aurais très bien pu essayer de, je sais pas, décoter un stage sur une chaîne de télé, j'en sais rien, ou dans une agence qui bosse avec des youtubeurs, devenir salarié, faire ton trou. Est-ce que est-ce que ça participe aussi à ça, à la créateur économique, de devenir indépendant, freelance, gérer soi-même son temps, etc. Alors moi, en fait, mes deux parents sont entrepreneurs. Et Ok, donc, j'ai toujours su que ouais. je voulais le faire. Hmm. La question ne s'est jamais posée Hmm. de savoir si je serais... Qu'est-ce qu'il faisait? Ils sont tous les deux dans le droit. Il y en a un qui est notaire et ma mère qui est D'accord. huissier. Et donc, ils ont tous les deux leur entreprise à différentes échelles. Et je savais totalement que je serais entrepreneur. Hmm. Par contre, quand, c'était un peu la question. C'était plutôt quand. Et je me suis dit que je voulais voir toutes les industries avant de me lancer pour savoir ce que je voulais faire. Mhm. Donc j'ai fait de l'influence, donc directement avec le créateur de contenu. Ensuite j'ai fait l'agence. Et suite à l'agence, je suis allé directement en industrie, donc dans une entreprise qui fait des pelouses de gazon, vraiment, avec les bottes dans la boue le matin à 3h du mat. Et ensuite, je suis retourné un peu plus vers la start-up. Et donc, vraiment, j'ai fait tout ce panel-là. Et une fois que j'ai fait toutes ces expériences-là, je me suis dit, ça y est, j'ai l'impression Hmm. d'avoir vu, compris leurs besoins, les différentes attentes de tout ça. Et je me suis dit, moi, je lance mon agence de création de contenu suite à ça. Et ça, c'était il y a combien de temps? 6 mois. Et alors, tu regrettes pas du tout? Non, je regrette pas parce que c'est vraiment la continuité de la freelance. En final, mes premiers clients, c'était mes clients que j'avais en freelance. Et ensuite, j'ai commencé à activer un peu le réseau que j'avais commencé à créer en 5 ans à Paris. Et ça m'a vraiment permis d'avoir des clients. Là, on a travaillé avec Deezer récemment, au bout de 6 mois, l'agence, donc Trop bien. pour des petites missions. Mais c'est des petits milestones qui font super plaisir. Comment on fait pour bosser avec une boîte comme Deezer alors qu'on a 6 mois d'expérience? Euh, D'existence, pardon. Ça, c'est grâce à l'intermédiaire du réseau, Ouais. principalement. Et je pense que c'est beaucoup plus par l'humain que par la compétence. Mhm. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir confiance en quelqu'un et qu'on est capable de se dire qu'un samedi à 21h, on lui envoie un message en disant « Est-ce qu'on peut avoir un truc pour lundi? On a une réunion en speed ?» On a peut-être que 5 ou 6 personnes qui sont capables d'y répondre dans son réseau. Et moi, j'étais une de ces personnes-là pour quelqu'un qui travaille chez Deezer dans mon réseau. Et donc, c'est comme ça qu'on a fini par travailler ensemble. Et t'as bien livré la vidéo le lundi? Exactement. Un Bravo. jour d'avance, parce que ça a eu un jour d'avance. Jean-Baptiste a collaboré aussi avec pas mal de youtubeurs, dont certains assez connus. Tu peux peut-être nous citer le nom de certains d'entre eux? Ouais. Donc, pour ma première année de stage, en fait, j'ai eu un stage qui n'était pas forcément qui m'a pas forcément comblé à fond. Et donc, j'ai demandé à mon directeur pédagogique de m'offrir la possibilité de faire un stage de plus pendant l'été. Donc, j'ai cramé mes vacances scolaires entièrement. Ok. Et j'ai fait 3 mois de stage chez la Redbox, donc avec Amixem, Joyka, Vodka, Mastu et Neoxy à l'époque. Et donc, c'était vraiment l'explosion de cet espace-là. Donc, c'est 5 youtubeurs qui sont à Angers,
qui ont pris un local et qui ont créé leur studio, leurs univers. Donc on parle de ça il y a 5 ans. Et cette année-là, tous les youtubeurs étaient partis en vacances à peu près au même timing où moi je suis arrivé. Et on a fait 3 mois où on a fait quasiment 1 milliard de vues sur 5 chaînes en 3 mois. J'ai pas travaillé sur toutes les vidéos. Il y en a où j'ai fait que du cadrage, il y en a où j'ai fait que du montage, il y en a où j'ai fait la totalité. Mais ça m'a permis de voir la prod, les droits et un nombre de choses incalculables que je soupçonnais pas. Alors, quel est le lien avec ce que tu disais juste avant là? C'est-à-dire que tous les youtubeurs étaient partis en vacances, c'est-à-dire que tu as dû produire du contenu sans eux, quoi? En fait, réexploiter le des images YouTube existantes? Game français était parti en vacances sauf la Redbox. Ce qui fait qu'on a eu un boulevard et on a créé du contenu, un nombre de vidéos par semaine 1 beaucoup milliard plus, de vues en 3 mois? à peu près. Franchement, c'était hallucinant. Sur les vidéos sur lesquelles j'ai travaillé avec Amixem, aujourd'hui, on cumule... Amixem, Joyka, Mastu, on cumule quasiment 30 ou 40 millions de vues sur 3 ou 4 vidéos. Tu nous en dis un peu plus sur le workflow que tu as vécu à cette époque-là? C'est quoi le process? Qui fait quoi? Qui décide de quoi? Qui valide? Et je pense que là, on fait tout de suite un bond directement sur la confiance que je mentionnais avec Deezer. C'est-à-dire que le premier jour, ma mère m'a déposé parce que je venais d'avoir mon permis. Enfin bref, truc de fou. Et ma mère me dépose et le premier jour, Maxime, donc Amixem, me dit on part en tournage demain matin à 7h, on a déjà ton billet, on part écraser des voitures avec des chars d'assaut pour World of Tanks. C'était où? Wow, au fin fond de l'Angleterre, je sais même pas où on était. Et je lui dis ok, et il me dit il y a 8 GoPro à prendre, 4 caméras, 2 drones. Et moi, j'avais fait un truc d'école avec peut-être 2 caméras. J'avais conduit un drone avant et j'avais mes GoPro quand je faisais du skate. Mais vraiment, c'était un truc de fou. Donc, j'ai préparé 5 sacs, des valises. T'étais tout seul en prod? Et en final, j'ai tout setup, toutes les caméras, toutes les batteries. J'ai tout préparé la veille à 4h du mat. C'est un truc de fou parce qu'il y a quand même une histoire un sujet de confiance. Dès le lendemain de ton arrivée. Absolue, totale. J'ai eu une chance incroyable et je les remercie vraiment pour ça parce que cette confiance-là m'a foutu une pression hallucinante. Et c'est ça, je pense, qui m'a vraiment transformé. C'est des moments où on m'a fait confiance et je me suis mis la pression pour ne pas décevoir. Et ça m'a permis de tout préparer. Et au final, on a dû oublier peut-être un petit micro à 30 € sur genre quasiment 50 000 € de matos qu'on a emmené là-bas pour faire la vidéo. Il m'a même demandé s'il voulait qu'on prenne un deuxième pilote de drone pour un deuxième plan drone. Je lui ai dit non, franchement, je pense que ça va, je vais gérer. Et j'ai géré, du coup, la vidéo est trop cool. Comment tu gères? Comment tu fais? Parce que c'est quand même quelque chose de brancher cette EP 5, on écrit 5 GoPro, 5 cams, des drones, parce que tout ça, c'est un setup fixe, ça, tu les installes pour avoir différents plans. Je suppose qu'ils t'ont aidé aussi dans le setup. En fait, on a envie d'avoir telles images. Okay. Ouais, on est ensemble, on arrive, y a une petite voiture qui vient nous chercher au Airbnb où on était, on commence à filmer. La veille, on a quand même les plans sponsorisés à filmer, donc ça, il fallait que ce soit fait ailleurs. Donc, on a filmé tous les plans obligatoires de la vidéo. Et comme ça, c'était vraiment juste l'entertainment le lendemain. Et c'était moins grave si on loupait certains plans ou si on loupait certains trucs. Et donc, les GoPro, toutes sur des GorillaPod. On a un sac cabas entier de batteries de GoPro. On a le double des GoPro dont on a besoin. Pareil pour les drones, on en a 2 en plus. Les caméras, on a toutes des doubles pour chacune. On a un nombre de trépieds incroyable. Et ça permet d'arriver avec l'esprit libre et de se dire tiens, on a tel plan à faire. On va poser 3 GoPro, tac, tac, tac. On met un drone en l'air et il y a 2. Moi, je prends une caméra. Et Maxime, du coup, le youtubeur, il a toujours quand même une caméra à la main pour avoir cet effet humain, proche des gens, un peu intimiste, où les gens se disent « Ah, il est tout seul derrière la cam ». Et c'est ça aussi qui fait le jeu, c'est qu'au final, les gens, ils se rendent pas compte, mais il y a peut-être 14 plans de cam à travers la vidéo, et on a l'impression qu'il y a que Maxime qui filme tout seul. Et piloter un drone, tu l'avais déjà fait? Ouais, ça c'est une petite passion perso. J'avais acheté un DJI pour Noël. Truc de fou, et là j'ai racheté un Mavic récemment juste pour le pur plaisir, les vacances. Après, j'ai pas envie de creuser dans le rabbit hole des FPV parce que ensuite on s'y perd avec des soudures et tout ça, mais c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Et alors, ok, tu as toute cette matière, tu pars en Angleterre, tu te retrouves avec je sais pas combien d'heures de rush sur plein de cartes SD à droite à gauche. Comment tu fais pour exploiter toute cette matière? Qui décide comment ça s'organise en fait?
En fait, cette vidéo, elle était assez simple niveau organisation parce qu'elle était sponsorisée. Et donc souvent, il y a tout le travail en amont qui a été fait par la prod, c'est-à-dire les impératifs, le nombre de plans, les minutes, ce genre de choses. Donc on a déjà une idée au montage des blocs qu'il va y avoir sur la timeline. Et donc, moi, j'ai quasiment mis 1 mois à la monter, ce qui est beaucoup trop long. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de mal quand même. Mais ça m'a appris un nombre de trucs incalculables. Qu'est-ce qui était long? Le montage. Le dérushage, du coup, je devais avoir quelque chose comme 3 Tera de rush au total, éparpillé sur X disques durs, clé USB, carte SD. Et ça, j'avoue que là, c'est mon organisation qui a fauté. Mais au final, on a réussi on n'a rien perdu, mais on a réussi à refaire une grosse vidéo qui doit durer peut-être 40 minutes. 45 minutes de total entertainment du bout jusqu'à la fin, avec des chars d'assaut qui écrasent des voitures, un char d'assaut qui casse la porte à côté de moi, qui suit cadreur pour avoir le plan au plus proche, tout en conduisant le drone depuis l'arrière d'un tank. Enfin, des plans absolument incroyables, mais quand on rentre, on n'a plus du tout l'adrénaline et il faut se taper les 4 heures de drone, les 4 heures de chaque GoPro, et on se souvient plus quel GoPro était où. Donc c'était plutôt très très fastidieux sur le dérush. J'ai une question pour la prise de son, comment tu fais? Parce qu'on entend quand même plutôt bien les youtubeurs, même en extérieur, mais on voit pas forcément de micro sur eux. Comment ça se passe? Parce que t'as quand même pas de perchiste. Alors la norme, en tout cas à l'époque, il y a 5 ans quand j'étais avec eux, ça a sûrement évolué depuis, mais la norme c'était les Rode Lavalier Pro. Il y en a des premium à quelque chose comme 200 balles, et ça permet d'avoir une appli d'enregistrement sur téléphone avec un adaptateur Lightning, et comme ça en fait ils ont leur téléphone avec le microphone d'activer, et ils les ont tout le temps sur eux non-stop du début du matin jusqu'au soir, et ça permet d'être sûr qu'on a une batterie qui dure 14 heures de shooting, quoi. Et donc pendant le mois où le mois que tu as passé à faire cette vidéo, t'as rien fait d'autre? Non, absolument rien. Okay. J'ai passé mon mois d'été à la Redbox à faire les montages. À bouffer du tank sur ton écran. C'était génial. Et il y avait d'autres monteurs. Vous étiez combien? Devait y avoir 4 monteurs au total. Donc il y en avait qui étaient dédiés pour Maxime parce que c'était le plus gros youtubeur. Il avait 4 millions d'abonnés, et je dis pour l'époque parce qu'il y a 5 ans, c'était déjà énorme. C'est-à-dire que 4 millions, il était dans le top 3 ou dans le top 5 français. Aujourd'hui, on a Squeezie qui a dépassé les 15 millions, c'est des trucs de fou. Mais du coup, lui, il avait quasiment 2 monteurs à temps plein, donc 1,8. Et il avait 2 monteurs que lui avait dans la boîte pour monter d'autres vidéos sponsorisées, des petites vidéos courtes, des chaînes secondaires, parce que c'était plutôt ça à l'époque. Et en même temps, ces monteurs-là, ils étaient aussi attitrés pour Joyka, pour Vodka, Joyka, Mastu et Neoxy, qui étaient 2 nouveaux youtubeurs qui avaient 100 000 abonnés à l'époque et qui sont montés à 5 ou 6 millions depuis. On a souvent tendance à penser que youtubeurs, c'est pas un vrai métier, les mecs ils bossent pas vraiment, ils sont payés massif pour faire les guignols devant une caméra. Évidemment, on sait très bien que c'est pas du tout ça. Est-ce que t'as dû te rendre compte aussi à ce point-là que les Amixem, etc., c'était quand même beaucoup de boulot, beaucoup de préparation pour scripter tout ça, essayer de savoir exactement ce qu'ils ont envie d'avoir comme rendu final, tout en laissant peut-être aussi une part de naturel et de je trouve pas mon mot, mais d'improvisation, voilà, qui rend la vidéo plus cool, plus authentique. C'est quand même beaucoup de travail, non? Tu confirmes? Ouais. En fait, c'est une organisation qui est pharaonique, c'est-à-dire qu'il va y avoir quasiment 3 employés à temps plein à la prod. Donc ça va être trouver les partenariats, gérer les entrées potentielles de marques, gérer les tournages, les disponibilités des studios. C'est tout un truc, tout un monde dont on n'imagine pas. Et par exemple, il y a une vidéo spécifique qui, moi, m'a fait la claque de compréhension. On avait une vidéo pour Neoxy et Amixem où le but, c'était d'avoir Amixem qui postait une vidéo sur la chaîne de Neoxy et inversement. Ouais. Où Instagram, avec le choix sur Instagram, le pôle, choisissez est-ce que vous allez à New York ou à Miami, ou est-ce que vous mangez tel endroit ou tel endroit, est-ce que vous allez au baigner ou est-ce que vous allez sur un hélicoptère, ce genre de choses. Donc c'était vous contrôlez ma vie, et ils avaient échangé leur chaîne pour le faire.
Et Amixem et Neoxy ne voulaient pas savoir les choix. À l'avance. Mais il fallait quand même pour que le tournage passe pas, parce que le tournage devait faire 48 heures. Donc que ce soit Dubaï ou New York ou que ce soit Miami ou Toronto, il fallait que les billets soient prêts. Donc par la prod. Donc il fallait que tout soit préparé en avant et qu'ils annulent le cas échéant. Et donc il fallait pas qu'ils sachent. Eux, ils voulaient avoir des réactions réelles. Et donc il fallait que nous, on soit prêts, qu'on sache, que moi, je sache si je mets des maillots de bain ou des machins dans ma veste. Clairement, ouais. Et c'est ça, c'était vraiment... Et le choix, par exemple, de la destination, ça a été décidé combien de temps avant le départ ? Le jour, le matin, il se réveille. Moi, j'étais dans un hôtel avec Neoxy prêt et il ouvre la story qu'il a mis la veille. Et le matin, on sait où on va. On va à l'aéroport, on va au guichet, on achète les billets du truc que lui vient de découvrir. Vous achetiez les billets le jour même alors Du coup, on a acheté le billet pour le cadreur. En fait, c'était tout un truc. Et du coup, on était parti 48 heures seulement. On est parti à Miami et on est revenu. On a fait une nuit à l'hôtel. On a acheté les places d'hôtel le soir en arrivant. Enfin, c'était vraiment tout ça juste pour avoir une réaction réelle, humaine, de quelle destination ils vont avoir. Et c'est là où je me suis dit, d'accord, donc il y a 3 personnes qui ont travaillé pendant une semaine juste pour avoir cette réaction authentique. Et c'est cette échelle-là. Ok. Tu regardes la télé ? Non, pas du tout. Pourquoi tu regardes pas la télé ? Je regarde vraiment pas parce que déjà j'ai pas beaucoup grandi avec. J'ai beaucoup grandi peut-être avec les animés, les dessins animés, et du coup ça s'est très vite transitionné vers les applis comme Netflix, ADN, Crunchyroll, ce genre de consommation de contenu, parce que la télé c'est trop comment dire, pour moi aujourd'hui c'est un média qui est un petit peu trop fermé, où même si y a certaines émissions qui transgressent ce genre de barrières, on a toujours l'impression qu'il y a quand même une clôture sur la parole et sur l'ouverture d'esprit, ou que tout est très dirigé. Et quand on zappe les chaînes, on ne sait pas si elle est politisée d'un côté ou politisée de l'autre, ou s'il y a des parties prenantes et des choses comme ça. Alors que quand on voit un youtubeur monter de 5 à 100 000 abonnés, on sait exactement tout ce qu'il a construit, et on connaît les influences et on connaît le contenu qu'on consomme. Bah ouais, vraiment, tu penses qu'il y a une vraie transparence dans le YouTube Game sur ce qu'ils pensent vraiment. Alors, une transparence, j'irais pas jusque-là. Moi, les créateurs que je consomme, c'est les créateurs où on aurait vraiment envie d'être... c'est plutôt des créateurs de petites échelles, de petites niches. Aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé chez Amixem, je regardais pas ces vidéos. Et c'était aussi un de ces critères, c'était de pas être fan. C'est ça. Et donc c'est pas forcément du contenu que je consomme énormément. Je suis plutôt sur Twitch pour avoir cette transparence et sur de la consommation de contenu grand public. Toi qui as 23 ans, tu penses que la télé peut encore séduire des jeunes de ta génération qui ne la regardent plus du tout, peut-être en empruntant certains codes de YouTube, par exemple ? Oui, je pense totalement. Je pense qu'il y a aujourd'hui cette démarche. Je sais que c'est Énergie, je crois, qui stream ces radios sur Twitch. Je pense qu'en ayant cette démarche-là, peut-être d'interactivité avec le public, je pense à la Starac où on disait tape 1 pour un tel ou tape 2 pour un tel. Aujourd'hui, Twitch, c'est pareil, mais c'est avec un chat et c'est gratuit. Je pense que quand ils arriveront à avoir cette technologie qui permet l'interaction avec les utilisateurs, que ce soit une app en live avec un chat connecté entre viewers de la télé, je pense que c'est un peu ce gap-là. Mais générationnellement, je pense qu'il y a aussi une vraie cassure avec ma génération qui ne veut plus regarder la télé parce que on est un peu saoulé de ce qui a été produit. Et on se dit, nous, on veut du nouveau fait par nos potes à la maison avec une GoPro qui nous fait rire et qui n'a pas les limites que la télé a. Même si c'est vraiment dans une direction qui va changer. Et je pense que la télé va rattraper sans aucun problème. Parce qu'on a aujourd'hui des gens qui consomment YouTube qui ont 40 ans. Alors qu'avant, YouTube, on n'était vraiment pas là-dessus, quoi. Après, la durée d'écoute de la télévision baisse d'une année sur l'autre. La moyenne d'âge aussi des téléspectateurs est assez élevée. Elle l'est de plus en plus. Donc, c'est... Je suis peut-être moins confiant que toi. Étonnamment, mais... ok. Moi, je pense qu'il leur manque un déclic technologique. Et le jour où ils l'auront, ils pourront peut-être regagner des parts de marché.
Peut-être pas comme Mixer quand ils ont essayé de racheter Ninja en disant tout le monde va partir sur Mixer et quitter Twitch, mais peut-être sur des réelles choses comme ils ont essayé par exemple de faire avec Salto pour concurrencer Netflix. Ça a été un gros loupé. Mais pas forcément le meilleur exemple, parce que Salto a annoncé cette semaine qu'ils allaient fermer. Ça a été un gros loupé, mais je pense que c'est ces démarches-là où quand il y en aura une qui va accrocher, je pense qu'ils sont pas forcément à plaindre parce qu'ils ont quand même une audience de base qui est colossale. Juste pour revenir encore sur cette expérience avec Amixem, il y a des choses que tu as apprises à l'école et qui t'ont servi vraiment, sans langue de bois, dans ton expérience chez Amixem, chez The Redbox, ouais. Spécifiquement, moi, c'était tout ce qui est sur la gestion des fichiers. Moi, j'avais vraiment aucune connaissance de tout ça, donc tout ce qui est sur la gestion de projet, les méthodes d'organisation. Aujourd'hui, nous utilisons spécifiquement Notion. Eux, ils utilisaient des Trello. En fait, le fait de ne pas être perdu, moi, c'était vraiment toute cette organisation parce que j'ai toujours été habitué de travailler tout seul dans ma tête. Et le fait de l'avoir fait à l'école dans des projets spécifiques, parce qu'on est vraiment dans une dynamique de projet dans cette école-là, où on a des clients réels qui viennent avec des réels besoins, on travaille en équipe. Je me suis senti sans aucun problème quand je suis arrivé chez Amixem. Ils avaient la même organisation avec les mêmes outils de l'époque, enfin les mêmes outils... les mêmes stacks technologiques que quand on faisait à l'école. Donc ça m'a vraiment servi. Et ensuite, les 2 années de bachelor ont été plutôt douces, parce que je savais que je voulais faire plus de créativité. Et par contre, quand je suis arrivé en master, là, j'ai découvert des trucs de fou. J'ai codé mes propres plugins Premiere Pro. On est allé vraiment plutôt sur de la tech applicative, sur des besoins niches, comme tu disais, les trucs de geek quand on en discutait au début. Tout ce genre de flux live, de la virtual production, de la VR, de l'AR. Pendant le confinement, par exemple, on a eu l'occasion de faire une présentation dans un monde entier en VR à notre prof parce que on était en distanciel et on voulait pas faire une visio Google Meet comme tout le monde. Donc on lui a envoyé un lien VR Chat et vu qu'on savait qu'il avait un casque VR, il nous a rejoint sur VR Chat dans un monde qu'on avait préparé. On lui a fait une présentation dans le métaverse, quoi. Et c'est ce genre de truc-là que j'ai appris à l'école avec ce prof-là. Et ça m'a vraiment servi. Ok. Ça t'a pas donné envie de travailler plus avec des youtubeurs après cette expérience avec The Redbox ? En fait, ce que j'adore, c'est de pouvoir les comprendre vraiment et de les activer sur des activations qui leur ressemblent. Et c'est aussi ça que j'aime bien. Après, travailler avec eux spécifiquement, j'ai un peu trop, je vais dire d'ego, parce que je trouve pas le mot spécifique, mais je préférerais le faire pour moi. C'est pour ça aussi que je crée pas mal de contenu sur TikTok ou sur YouTube actuellement. Après, ouais. Mais de la même manière que pour l'entreprise, en fait, quand je vais dans une agence et que je travaille, je me dis que je pourrais faire la même chose à ma petite échelle avec des petits clients, mais pour moi-même. Et c'est un peu pareil de travailler pour les créateurs de contenu. Je me dis que quitte à passer 4 heures à filmer quelqu'un, autant que ce soit moi et que je fasse mon montage et que je publie mes vidéos, parce qu'au moins je peux choisir le sujet et je crée ce que je veux. Justement, très tôt, tu as mis tes vidéos de ski, de skate sur YouTube. Avec toutes les compétences que tu as développées, on pourrait se dire que tu aurais pu le faire très tôt. Pourquoi Jean-Baptiste n'est pas l'un des plus gros youtubeurs français aujourd'hui ? La réponse simple, c'est... Pas encore. J'espère. Mais la réponse simple, c'est juste que j'ai jamais vraiment cru en moi là-dessus. C'est-à-dire que je me suis dit que j'étais personne, que j'avais rien de spécial ou que j'étais pas forcément assez bon. C'est le syndrome de l'imposteur classique qui fait tout ça. Et aujourd'hui, je me dis que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un dans le YouTube game que je regardais quand j'étais petit, de me dire... quelqu'un qui fait des études de digital, qui s'est dit tiens, la création de contenu, je travaille avec des youtubeurs, qu'est-ce que c'est de travailler avec une agence, tout ce genre de choses-là. Et là, plus spécifiquement sur toutes les nouvelles technologies. Et récemment, j'ai commencé à donner des cours aux premières années pour leur montrer voilà mon parcours, exactement ce que je suis en train de faire ici. Voilà, vous pouvez croire en vous, vous pouvez créer du contenu. Demain, même si vous avez 18 ans, vous sortez du lycée, si vous avez une passion, que ce soit l'intelligence artificielle, des fois on en a qui sont passionnés de crypto qui ont 18 ans, mais parlez sur les réseaux, prenez la parole, parce que même si vous pensez que vous n'êtes pas au niveau du top niveau que vous regardez, il y a forcément des gens qui ne sont pas forcément aussi avancés sur cette niche que vous et qui sont déjà en train de vous regarder comme exemple. Peut-être pas comme exemple final, mais comme exemple intermédiaire. On n'a pas besoin
d'avoir 10 millions d'abonnés pour inspirer les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent des inspirations à 10 000, à 100 000, à 1 million et à 10 millions, avec différents niveaux de réalisation. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est un peu cette étape-là que j'essaye d'avoir dans mon agence et dans ma création de contenu. Donc on peut parler de... Ouais, alors on va parler d'abord de ton agence et ensuite de ce que tu fais sur les réseaux. Donc Pilea Agency, Ouais. P-I-L-E-A. Alors C'est pourquoi ça. ce nom ? C'est une plante qu'on a achetée avec ma copine au début de notre relation. Et c'est une petite plante qui a des ronds comme les oreilles de Shrek. Et du coup, je l'ai pris et on avait notre illustratrice attitrée qui m'a fait un petit croquis qui était génial. Donc, on est parti sur ça parce que Ok. je suis toujours dans cette démarche de réfléchir et d'être sûr de ce que je vais faire. Et là, je me suis dit non, on prend le nom, on avance, je crée le logo, je fais la boîte. Et on démarre, et puis s'il faut faire un rebranding dans 6 mois, on le fera, puis c'est pas grave. Donc explique-moi un peu, explique-nous, qu'est-ce que tu fais avec Pilea, avec qui tu bosses, quel type de clients Donc aujourd'hui, 6 mois après la création, on a travaillé avec une vingtaine de clients, dont Christopher, et on fait des snack content. Donc on a 2 offres maintenant. On travaille avec des créateurs de contenu qui ont déjà du contenu, donc des interviews, des conférences, des podcasts. Et on refait ça en format court pour les réseaux sociaux, pour par exemple des réutilisations sur les sites aussi. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Vidjet, qui permet d'avoir tout le contenu snackable sur le site pour réutiliser à d'autres endroits et tout, repurpose le contenu vraiment au maximum pour rentabiliser l'investissement de contenu au maximum. Et la deuxième offre, c'est on va voir des chefs d'entreprise ou des gens qui veulent se lancer dans la création de contenu et qui n'ont pas forcément les codes. Et on les aide, on se met en appel avec eux, on les aide, on leur dit, bah voilà, là je suis youtubeur, ta prise elle est mauvaise, tu peux le refaire. Alors bonjour, moi je m'appelle, et on dit, bah celle-là on est bonne, on la garde. Et on est en call avec eux et on les accompagne de l'écriture au shooting et jusqu'ensuite la production de snack. Voilà. Ok, très clair. Et donc c'est assez inédit comme situation parce que tu vas te retrouver à Je vais monter monter mes TikTok. les snacks d'un podcast dans lequel tu interviens. C'est ça. Je pense que ça ne t'est jamais arrivé. Non, c'est mon premier podcast en exclusivité. On parle de ton activité sur les réseaux. Tu es de plus en plus présent, notamment sur TikTok. Et je crois que ça marche bien parce que tu as quoi, 20 000 abonnés aujourd'hui ? On vient de passer les 19 000 à l'heure où je parle. Okay. Et c'est vraiment cette démarche de me dire, au final, moi je savais que je pouvais le faire, mais j'étais en mode, mais pourquoi moi En fait, l'ayant fait avec d'autres youtubeurs, l'ayant fait avec des potes, je savais que je pouvais aider les gens à monter en abonnés, mais il faut ce tampon de social proof qui va dire, bah, moi je l'ai fait, donc je peux le faire pour vous. Et donc je me suis dit, bah, c'est tout, tu prends les armes et t'y vas. Et je suis allé créer quelque chose comme une trentaine de vidéos sur ma chaîne YouTube qui n'ont pas du tout marché. J'ai continué à persévérer. C'était sur quoi ces vidéos sur ta chaîne YouTube ? De la création de contenu sur des nouvelles technos. On avait parlé un peu d'IA, on avait parlé un peu de montage vidéo, un peu tous les sujets qui gravitent autour de moi. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout niché. Et c'est aussi pour ça que ça marchait pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais prendre une niche spécifique qui me tente et qui est dans l'actualité pour mon compte TikTok. Peut-être que j'en ferai d'autres sur d'autres niches qui me plaisent, mais ça permet de créer vraiment une communauté spécifique. Et je pense que c'est aussi le cœur de TikTok. Et donc, j'ai pris l'intelligence artificielle et donc j'ai créé pendant... on parle beaucoup de ça en ce moment, je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai ? Pas du tout. Et j'ai pris pendant 4 mois une vidéo par jour minimum, pas de jour off, pas de loupé. Et les jours où on est inspiré, on publie jusqu'à 5 vidéos. Donc j'ai tout un setup de création de contenu chez moi sur lequel j'ai juste à appuyer sur le bouton REC le moment où j'ai une idée et ça part directement sur mon drive. Et quand je monte, je fais que du montage. Alors, c'est hyper intéressant. Déjà, en combien de temps t'es passé de 0 à 19 000 abonnés sur TikTok ? En 3 mois. Mais le plus intéressant, c'est de se dire que les 2 mois et 2 semaines, on était à 1500 abonnés. Donc j'ai pris 14 000 en 2 semaines. Comment tu l'expliques ? Je pense qu'il y a 3 vidéos spécifiques qui ont bien fonctionné. Donc il y a une IA de génération d'images qui s'appelle Midjourney, qui a eu cette mise à jour pour la version 4 qui était super. Et je me suis dit, ça va continuer à avancer et les gens vont pas prendre le coche. Et moi, si je les aide à prendre le coche, donc en reprenant les bases,
c'est-à-dire créer un compte Discord, se connecter à Midjourney, télécharger une image, et en même temps pouvoir avoir des trucs un petit peu plus loin qui vont aller sur du prompt, vraiment pour générer des images de qualité. Et du coup, j'ai vraiment juste refait les bases, propres, nickel, en 1 minute 20, et j'ai fait 5 ou 6 vidéos là-dessus, et elles ont toutes fait... Donc, comment démarrer avec Midjourney? Exactement. Et ça, cette série-là, elle m'a apporté quasiment 15 000 abonnés direct. Ok. En 3 jours. Donc, tu me disais que tu publiais une vidéo par jour sur TikTok. L'un des pain points quand on a envie de se lancer dans la création de contenu, c'est qu'est-ce que je vais raconter? Et surtout, qu'est-ce que je vais raconter chaque jour? Comment on trouve des idées? Je consomme l'actu en permanence. J'ai la page d'actualité Google qui aujourd'hui shape parfaitement à ce que moi j'aime. Et ces 10 actus-là, je regarde si je peux réagir dessus ou si ça a un impact. En fait, on regarde devant, c'est-à-dire quelles sont les projections, qu'est-ce qu'on pense, nos avis. On regarde actuellement, donc on va réagir à des news. Voilà, par exemple, Salto s'est arrêté, pourquoi, comment. On reprend un article, on se met en green screen derrière un screenshot et on parle, on donne notre réaction à chaud. Et on regarde derrière, c'est-à-dire ramener les bases. Qu'est-ce qu'on a pris pour acquis qui n'a peut-être pas forcément besoin de l'être? Et qu'est-ce qui manque à certaines personnes? Nous, on est tous à ce niveau-là, mais peut-être qu'il y a une énorme poche de personnes qui voudraient peut-être arriver avec nous. Comment est-ce qu'on les fait venir avec nous sur cette niche? Ça peut être de la cuisine, ça peut être sur n'importe quoi. Quel conseil tu donnerais là, à un créateur de contenu qui veut se lancer sur TikTok, qui part de zéro? Aujourd'hui, on prend une niche, quitte à faire plusieurs comptes sur plusieurs niches. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pour démarrer, pour s'habituer, il faut choisir une niche et ensuite, à terme, vous devenez la niche. C'est-à-dire que moi, je suis fan de cuisine aussi. Le jour où ChatGPT est sorti, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai combiné et la cuisine et les IA et j'ai fait des trucs chez moi qui sont drôles. Aujourd'hui, je ne suis pas assez connu pour être ma propre niche, donc je parle que d'IA. Mais à terme, je pourrais faire de l'IA et de la cuisine et combiner plusieurs niches. Donc ça d'abord, choisir une niche pour démarrer et ensuite devenir la niche. Et on se fixe une durée et un nombre de vidéos et non pas du tout un résultat. Si on se focalise sur le résultat, on va forcément être démoralisé ou alors on va être très motivé quand on va en avoir. Et dans ce cas-là, si on se laisse avoir, c'est comme au poker, si on se laisse avoir par les gains, on va se laisser détruire par les pertes. Donc on se dit 90 jours, une vidéo par jour qui vont être publiées. Et si vous avez la possibilité, vous shootez tout d'un coup au début. Okay. On se prend 2 jours de shooting, on se pose, on se prend 2-3 jours au début pour écrire la liste de toutes les idées qu'on veut mentionner. On peut avoir jusqu'à 30% de republication de contenu, c'est-à-dire que sur le dernier mois, on va republier 5 ou 6 vidéos du premier. Ouais, j'ai vu que pas mal de TikTokers faisaient ça et ça marchait bien. En fait, une deuxième chance à certains TikTok et ils fonctionnent parfois 5, 10, 20 fois mieux que lors de la première publication. Et le dernier conseil, c'était du coup exactement ça, c'est d'avoir vraiment ce gut feeling, ce sentiment interne de se dire cette vidéo-là, elle est bien montée, elle parle d'un sujet d'actualité qui est important et j'ai une vraie opinion dessus que je trouve importante pour d'autres personnes. Je me fais confiance et je le republie. Il n'y a personne qui regarde votre compte qui est sur là à se dire « Ah, mais là, il l'a republié il y a 3 jours et là, il y a 5 jours et là, il y a 7 jours. » Ça, il ne faut pas du tout le faire. Ce n'est vraiment que notre petite voix interne qui fait des ravages parfois. Hein. mais par contre, une fois que on a passé ce cap-là et qu'on a beaucoup de contenu et que c'est automatisé, au final, on se réveille un matin, on fait wow, « j'ai fait 50 000 vues, c'est génial. » Et le lendemain, on a fait 200 vues, mais si on n'est pas, ça, quand même, sur TikTok, si on n'est pas à l'attente des résultats, ça nous permet d'être totalement libérés de ça. Et tous ces TikTok, tu les as publiés aussi sur ton compte YouTube en short? Exactement. Et alors, ça a donné quel résultat? J'ai du repurpose automatique sur IG Reel, Pinterest, LinkedIn, c'est une sélection manuelle, et sur YouTube Short en automatique également. Et alors, ça marche sur alors, YouTube sur Short? Les résultats, on est justement en train d'expérimenter avec Pilea là-dessus. Il semblerait qu'on ait quand même une grosse guerre entre YouTube et TikTok, où le sweet spot est à 59 secondes, parce que si ça dépasse, du coup, tous les TikTok qui peuvent aller jusque 10 minutes maintenant vont forcément perdre. Et on ne peut pas faire de la repurpose automatique vu que c'est 59 secondes sur YouTube Short. Et donc,
On essaye toujours d'imaginer le contenu pour qu'il y ait 55 secondes de contenu avec peut-être une petite outro ou avec une petite call to action à la fin pour qu'il puisse sauter et qu'on ait l'entièreté de la valeur de la vidéo qui puisse être sur YouTube Short et sur TikTok 1 minute 20 avec les call to action. Pour le redire avec d'autres mots, en gros, YouTube Short, contenu maximum 59 secondes. Exact. Et sur TikTok, on a une prime, on va dire, aujourd'hui au contenu de plus d'1 minute, qui sont valorisés par la plateforme. Ce qui fait que pour réutiliser le même contenu, ça peut coincer. Forcément. Exactement. Okay. Depuis 2023, on est monétisé sur YouTube Short. Il faut un certain nombre d'abonnés et de vues. Et on est monétisé sur TikTok différemment. En dessous d'1 minute pour YouTube Short et au-dessus d'1 minute pour TikTok. Et il faut vraiment être au-dessus d'1 minute. C'est-à-dire 1 minute et 1 seconde. Et sur YouTube Short, c'est jusqu'à 1 minute. Et donc, ils veulent forcément qu'on ait 2 types de contenu. Et c'est exactement en faisant un petit call to action à la fin ou un petit segment qui peut sauter, une petite outro, qu'on peut du coup avoir la même vidéo qui est monétisée et qui est mis en avant par les algorithmes sur 2 plateformes différentes. Est-ce que tu as remarqué des vidéos qui ont cartonné sur TikTok, qui ont floppé sur YouTube Shorts ou qui ont, à l'inverse, cartonné sur YouTube Shorts et floppé sur TikTok? Tout ce qui est réaction news sur YouTube Short, il y a quasiment rien au niveau résultat. Par contre, ce qui est un peu plus SEO, sémantique, avec vraiment des mots-clés sur une question spécifique, où on peut regarder une vidéo qui répond à une question. Aujourd'hui, YouTube Short est quand même mieux au niveau du référencement des vidéos sur la recherche. Et il y a quand même beaucoup de découvrabilité de YouTube Short via la recherche. Ce qu'on ne soupçonne pas forcément parce qu'on a l'habitude du format vertical qui est automatiquement mis par TikTok, mais ce qui n'est pas du tout le cas sur YouTube Short. Sur YouTube Short, on va avoir vraiment l'algorithme de recommandation, il est ultra large, quasiment tout le monde a le même. C'est du sport, de la food, de l'entertainment classique. Alors que sur TikTok, on a une For You page qui est shapée parfaitement, ça on le sait tous. Et donc, aujourd'hui, quand on a quelque chose de très sémantique, où on répond à une question spécifique, vraiment dans une démarche quasiment SEO, ça marche 5 à 6 fois mieux sur YouTube Short que sur TikTok. Tu parlais de Pinterest tout à l'heure, hyper intéressant. C'est pas forcément un réseau social dont on entend beaucoup parler ici dans Follow Me, et c'est bien que tu en parles parce que je vais recevoir dans 2 ou 3 semaines un porte-parole de Pinterest justement, qui vient nous raconter un peu comment la creator economy vit aussi sur Pinterest, parce qu'il y a des créateurs de contenu vraiment de très bon niveau qui racontent des choses vraiment. Très chouettes, et que sur Pinterest. Pinterest étant leur réseau social vraiment de prédilection principal. Donc c'est hyper intéressant. Tu as quelques insights à nous partager sur Pinterest? Alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup toujours intéressé, parce que c'était vraiment une dynamique de multi-contenu où on avait des feeds avec des pins, des vidéos, des notes, vraiment beaucoup de types de contenus différents, là où sur Instagram, on a toujours une photo ou un carrousel. Voilà. Et sur Pinterest, si je dis pas de bêtises, parce que du coup, c'est après, mais il y a quelque chose comme 6 mois, pendant les 6 derniers mois, il y avait un Creator Fund qui était extrêmement bien rémunéré et qui était quasiment gamifié, où il fallait publier 5 vidéos pour toucher 200 €, peu importe des résultats. Ensuite, il fallait, par exemple, mettre 2 pins vidéo sur tel sujet de... Je sais pas, je prends la Saint-Valentin parce que j'en ai 14, mais pour pouvoir recevoir des récompenses qui sont totalement décorrélées du résultat. C'était vraiment très gamifié. Et ils ont testé ça aux États-Unis. Et moi, c'est aussi pour ça que je me mets sur ce créneau-là. Parce que si jamais il y a ce Creator Fund qui arrive en France, pour pouvoir le tester, pour pouvoir le comprendre, qu'est-ce qui a avancé, quels sont les challenges proposés. Et j'ai toujours trouvé ce réseau social qui était toujours dans une bonne démarche au niveau de ses créateurs, mais malheureusement qui n'a pas forcément je trouve, le feed que le contenu mérite. Je trouve que le contenu qui est sur la plateforme est génial, mais que c'est très difficile de le consommer sur Pinterest, avec ce board immense où on se perd. Ouais, puis Pinterest, pendant longtemps, était avant tout une passerelle vers d'autres contenus. Et donc, tu consommais pas vraiment de contenu en tant que tel, en restant sur Pinterest, à la différence d'autres réseaux. Ouais. Et c'est aussi, du coup, dans une même démarche qui est plus... là, j'apparenterais ça un peu à Etsy, pour ceux qui connaissent. C'est un shop de
C'est un shop en ligne de création un peu manuelle et qui ont vraiment eu une démarche très SEO, très sémantique avec des mots-clés. Et je pense que Pinterest est un peu le milieu entre Etsy et YouTube Short, si on devait placer. Là où TikTok est totalement dans son univers de For You page algorithmique basé sur la consommation. Une petite question workflow, justement, sur ces vidéos, la multidistribution. Est-ce que tu passes par un outil pour pouvoir distribuer une même vidéo sur plusieurs plateformes à la fois sans avoir à le refaire manuellement? Alors du coup, ça dépend des besoins des clients, mais habituellement, on travaille avec reaperpose.io, qui est un outil qui va nous permettre de télécharger depuis TikTok sans le watermark, ou alors d'utiliser une vidéo quand elle arrive sur un Google Drive et de l'envoyer directement sur IG Reel, LinkedIn. Où est-ce qu'il va récupérer tout le ça. descriptif et le titre dans ce cas? Alors, S'il va le récupérer dans un Google Drive? du coup, nous, le workflow qu'on utilise à partir de ça, spécifiquement pour ta chaîne, par exemple, c'est qu'on va programmer sur TikTok via l'outil de programmation de TikTok directement en interne, puisque c'est un compte business, et ça nous permet de le faire. Et ensuite, quand la vidéo est publiée automatiquement par TikTok via l'outil de programmation, ça va déclencher une action chez Reaperpose qui va télécharger la vidéo, enlever le watermark, la redistribuer, faire un backup sur un Google Drive, et ensuite la redistribuer avec la description qu'on a écrite sur TikTok, qui est plutôt impactante, avec quelques hashtags, sur laquelle on rajoute un complément sur Instagram et sur laquelle on rajoute un autre complément sur LinkedIn. Donc une description un peu incrémentable au niveau du texte, mais on n'est pas sur du community management spécifique où on écrit aux besoins du poste, quoi. La limite quand même, et on en a déjà parlé tous les deux, c'est que par exemple sur LinkedIn, tu peux pas mentionner le nom de ton invité par exemple automatiquement. C'est pas prévu par l'API et c'est dommage. Et on sait que quand tu mentionnes des boîtes ou des personnes sur LinkedIn, ça favorise quand même pas mal le rayonnement et le reach par derrière. Totalement. Et ça, c'est aussi le désavantage d'avoir une boîte qui est aussi jeune, c'est qu'on est vraiment dans une démarche où, pour l'instant, on tâtonne encore dans les outils. Est-ce que ça, c'est la meilleure façon? Et il faudra qu'on en discute, mais on est justement en train d'essayer d'améliorer ça, d'avoir peut-être une petite layer humaine spécifique, de tester pendant un certain nombre de mois si on a vraiment des résultats différents. Est-ce qu'on peut passer par Make, par exemple, pour LinkedIn, mais garder Reaperpose pour les autres? Ce genre de workflow. Make.com te permet d'automatiser les mentions sur LinkedIn? D'automatiser la publication, c'est pas impossible. Et du coup, peut-être que via on n'a pas encore testé, mais peut-être que via le descriptif sur lequel il y a toutes les variables à l'intérieur de Make, on a plus la main que juste la boîte de texte qu'on a sur Reaperpose. Bon, cette partie est ultra spécifique. Ultra spécifique. On vous a peut-être perdu, mais on va reprendre un peu de hauteur pour conclure, Jean-Baptiste. L'IA, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y a déjà des choses, toi, que tu utilises dans ton workflow en tant que créateur de contenu, en tant que prestataire aussi pour d'autres boîtes? Est-ce que tu utilises déjà de l'IA? Et c'est quoi l'outil? Ok. Et est-ce qu'il existe dans ton esprit un service de l'IA qui te faciliterait vachement la vie et qui n'existe pas encore aujourd'hui? Deux questions de fou. J'adore ChatGPT. Aujourd'hui, je l'utilise vraiment en tant que personal assistant pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que je l'ai installé en local sur mon PC pour ne pas avoir toutes les fluctuations de Chrome, tous les pings et tout ça. Ayant une super fibre, ça me permet d'avoir ChatGPT en local et d'avoir du coup plein de plugins pour avoir la recherche web intégrée et tout ce genre de choses qui vont arriver avec GPT+ bientôt en France, mais ça fait du coup déjà quasiment un mois que je l'utilise comme ça. Je lui donne plein d'informations, je lui donne par exemple des fois des transcriptions de rendez-vous, je lui demande de me faire un résumé, je lui donne des échanges de mails entiers et je lui demande de me faire la réponse appropriée, ou est-ce qu'il trouve que j'ai été trop rude sur une réponse, pour essayer d'avoir un feedback un peu neutre et qui est souvent très très argumenté, surtout quand on lui demande. Donc vraiment une extension de mon cerveau qui me permet d'avoir un point de vue externe qui est souvent un peu partial, mais qui me permet surtout de déclencher chez moi cette réflexion. Comme je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui font ça, d'avoir une petite mascotte, une petite poupée, une petite
un petit poupon sur leur bureau et ils lui parlent. Parce que quand on parle à quelqu'un, on a plus facile de se rendre compte des problèmes dont on est en train de parler. Si je vais t'expliquer le problème, j'aurais plus facile de trouver la solution plutôt que de juste ruminer dans ma tête. Donc je me sers de ChatGPT spécialement pour ça. Tu parlais tout à l'heure de retranscription de rendez-vous. Tu utilises aussi un outil de transcript sur Google Meet, c'est ça ? Je récupère sur Descript pour l'instant. Je récupère le MP4 de Google Meet et je le passe sur Descript parce que j'ai un abonnement. Mais Premiere Pro vient de sortir la fonctionnalité. Parce que tu sais qu'il existe des plugins de Google Meet aujourd'hui qui te font des retranscriptions de ta conversation avec directement qui a dit quoi et qui te highlight automatiquement aussi les passages les plus importants du meeting. Ça marche. Je vais regarder ça. Je vais t'envoyer ça. Trop bien. Et l'outil qui n'existe pas encore et que tu rêverais d'avoir en IA ? Eh bien, j'ai discuté beaucoup avec Clips, plein d'outils sur l'IA qui vont en fait récupérer l'heure de rush et avoir une détection, que ce soit par les intonations, par les rires. Clip.ai, c'est Sven, hein, je crois, c'est ça ? C'est ça, que tu m'as envoyé. On s'est appelé, j'ai découvert un peu l'outil, il a pris le temps de me montrer. Et il y en a quelques autres qui font ce genre de démarche-là. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, moi, me fait perdre... c'est la majorité du temps, c'est le dérush. C'est d'aller regarder quels sont les moments les plus importants. Et on n'est pas encore au niveau où on peut faire confiance. Ce qui fait que le temps de vérification humaine est aussi long que le temps qu'aurait pris un humain à le faire de base. Donc pour l'instant, cet outil-là, oui, de détection des meilleurs moments, des highlights, serait super sympa. Et parce que c'est un peu l'objet de Clip.ai et les résultats ne t'ont pas encore tout à fait convaincu ? C'est ce que je disais, c'est que la présélection, c'est-à-dire que quand on va dire à Clip, par exemple, de nous sortir 10 meilleurs moments du podcast, on prend quasiment autant de temps de regarder les 10 sélections, de vérifier, de redemander des sélections, de choisir, que d'aller sur Premiere Pro, de mettre le clip en x2 et de faire du cut, d'avoir les meilleurs moments au feeling comme ça. Ok, bon. S'il y a des développeurs qui nous écoutent spécialisés dans l'IA, vous savez quel service il faut créer pour... Hâte qu'il y ait un plugin directement sur Premiere Pro. Ça, ce serait génial. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Non, je te souhaite aussi que Pilea continue de bien progresser. Où est-ce qu'on te retrouve ? Tu nous dis sur TikTok, YouTube, tu nous donnes un peu le nom de tes comptes. Moi, personnellement, si vous voulez qu'on parle plus d'IA, c'est sur Genbas, donc @GENSBAS sur TikTok, YouTube, Instagram. Et pour mon agence de création de contenu, vous pouvez m'envoyer un message directement sur LinkedIn à Jean-Baptiste Roger avec un accent aigu. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ton partage, toutes les infos que tu nous as données, tes tips, et je te dis à très bientôt, parce que de toute façon on travaille ensemble quasi quotidiennement. Salut Jean-Baptiste. Merci Christopher.